Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te lis une histoire tirée de mon recueil Nouvelles légendes de feu de camp. La voix de la bête, une légende inspirée par les louveteaux de Victoriaville. Cette histoire-là s'est produite il y a longtemps, dans un petit village dans le bout de Victo. Là-bas, il se passait jamais rien. Les gens vivaient leur petite vie tranquille, les enfants allaient à l'école, aidaient dans les fermes, puis ils s'occupaient tout seuls. C'est dans le passé, tu sais. Les enfants étaient différents. Puis un été, il y a un événement qui a chamboulé le village. La petite Cornelia Berruet, elle avait été tuée par une bête sauvage. Elle avait été mordue sauvagement. On avait retrouvé son corps et on l'avait enterré dans le cimetière proche de l'église. On l'avait placé dans l'eau le plus éloigné de la bâtisse sacrée. Tu sais, on craignait que ce soit des morsures d'une créature démoniaque qui avait fait ça. Les enfants devaient être plus prudents. Mais les adultes leur laissaient quand même beaucoup de liberté. Plus que les enfants d'aujourd'hui en tout cas, ça c'est sûr. Euclide Bélanger, lui il adorait se promener en forêt. Il marchait entre les arbres puis il cherchait des traces. Il reconnaissait toutes les pistes de la faune des alentours. Il savait comment détecter le signe des passages des animaux, même quand il laissait pas beaucoup de preuves sur leur chemin. Euclide, il était lucide. Il comprenait que les bêtes sauvages, c'était dangereux. Euclide, il prenait des précautions, tu sais. Il traînait toujours avec lui un couteau de chasse. Son arme était bien aiguisée et très tranchante et il pouvait se défendre en cas d'attaque de n'importe quel animal. Mais c'était là, Euclide a trouvé la piste d'un animal qu'il n'avait jamais vu. C'était des grosses pattes, mais elles n'étaient pas très creuses dans le sol de la forêt. Tu sais, comme si la créature était grosse mais pas pesante. Euclide était prudent, mais il était aussi curieux. Fait qu'il a sorti son couteau, puis quand il l'avait bien en main, il a suivi la piste qui menait jusqu'au village. Il a été surpris parce que la piste disparaissait, elle s'évanouissait dans l'air, comme si l'animal avait sauté d'un côté ou qu'il était juste comme disparu, volatilisé. Mais un peu plus loin, il y avait des petites traces de pas, comme des pieds d'enfant. Le temps de se frotter les yeux, puis tout avait disparu. Pas de piste d'animaux, pas de pieds humains. Ce soir-là, Euclide s'est couché dans sa chambre avec ses 4 frères, ses 5 sœurs qui étaient dans l'autre pièce à côté. Tout le monde dormait. Leur souffle régulier faisait un petit bruit rassurant. Mais pour Euclide, c'était pas suffisant. Ce qui le dérangeait, c'était les ronflements de son père. Parfois, les exclamations de sa mère qui parlait en dormant. Mais lui, il réussissait pas à s'endormir. Là, il a entendu une plainte. Comme si un enfant s'était blessé. Le cri était aigu, sauvage, fait qu'il s'est précipité à sa fenêtre puis aperçut une silhouette qui marchait dans le village, proche de l'église. Quand l'ombre a fait un mouvement vers lui, Euclide s'est penché pour éviter d'être vu. Il avait l'étrange impression qu'il fallait pas qu'il se fasse surprendre. La plainte a recommencé. Une deuxième fois. Puis une troisième fois. Euclide a entendu des villageois qui sortaient. Même son père a été réveillé, puis s'est joint aux autres hommes du village. Des torches ont été allumées un peu partout pour aider les gens à voir ce qui se passait. La danse des flammes dans la chambre d'Euclide l'a incité à regarder à nouveau. Il y avait un animal couché sur le perron de l'église. Une bête morte. Lorsque le père d'Euclide est revenu à la maison, le garçon l'a questionné. C'était le chien des Gignac, une famille du village. Pourtant, quand Euclide questionnait son paternel, il sentait que l'homme hésitait. Le petit garçon y a insisté. Son père a fini par dire que ça ressemblait vraiment au chien des Gignac, mais avec des différences. La gueule était plus grande, le cou était gonflé, les fesses étaient plus basses. Euclide s'est demandé si c'était l'animal dont il avait suivi la piste. Il n'a pas dormi de la nuit. Il était trop inquiet. Le lendemain, tout le village parlait de ça. Comment l'animal avait pu se transformer comme ça? Tous les villageois étaient inquiets. Tout le monde se demandait si ça allait arriver à leur chien. Ce soir-là, Euclide est tombé de fatigue. Il s'est endormi sur le perron de la maison. Il a été réveillé par une plainte, plus forte que la veille. Il a ouvert les yeux paniqué en regardant partout dans le village. C'est là qu'il a vu une silhouette humaine, sur 2 pattes, qui s'avançait lentement comme si la position debout c'était pas naturel pour elle. Le temps de se frotter les yeux, la forme était retombée à 4 pattes. Euclide a entendu une autre plainte, aussi forte. On aurait dit un enfant blessé qui pleurait de douleur. Euclide a eu l'impression de voir une silhouette derrière l'animal, comme une forme un peu vaporeuse, blanche, dans la lumière de la lune voilée par les nuages. Cette image-là est vite disparue, mais Euclide a ressenti un frisson dans toute sa colonne. Des hommes sortaient de leur maison, armés de carabines, de tisonniers puis d'autres armes pour se défendre. Mais il n'y avait pas de menace. Par terre, devant l'église, il y avait un labrador.
celui des Dubé, qui était couché au sol. Euclide s'est risqué à accompagner son père. Il a vu, de ses yeux vus, que le chien, il se ressemblait plus. Il était gros. Ses poils étaient rares sur ses pattes arrière. Celles d'en avant étaient plus larges, avec des doigts plus fins. Son front était plus avancé, ses dents avaient perdu de leur tranchant. Puis ses yeux, Euclide a eu l'impression que c'était des yeux humains. Plus humains, moins bestiaux que ceux de l'animal. C'est là qu'Euclide a vu la silhouette blanche, près du mur de l'église. Il a eu l'impression que c'était lui que l'ombre appelait. Il s'est dirigé en cachette vers la bâtisse. Avant qu'il soit arrivé, son père l'a rappelé. À partir de ce moment-là, tous les chiens dormaient dans les maisons. Personne n'osait s'aventurer dehors après la tombée de la nuit. Pendant plusieurs nuits, aucune plainte a été entendue dans le village. Jusqu'à la nuit où le chien des Turcottes est sorti par une porte mal fermée. La plainte a résonné si fort que les fenêtres de toutes les maisons ont vibré. C'est le cri d'un enfant en détresse. Il était si clair et si net que les rues du village ont été rapidement envahies par les villageois encore endormis. Les parents de Cornelia étaient certains d'avoir reconnu leur fille. Tout le monde s'est dirigé vers le cimetière. Près de la tombe de la petite, le chien du Turcotte était debout. Il tenait sur ses pattes d'en arrière qui ressemblaient plus à des jambes. Son visage s'était transformé, puis ressemblait plus au visage de Cornelia qu'à celui d'un animal. Puis derrière la silhouette, Euclide a vu le fantôme de la petite fille. Elle souriait. C'était juste avant que le chien, à moitié humain, saute sur les premiers témoins puis les morde sauvagement. Tous les villageois ont été attaqués par le chien, pendant que Cornelia, elle souriait. Tous les villageois sauf Euclide. Lui, il a été épargné. Il avait aperçu Cornelia en premier, qu'elle avait décidé qu'elle laisserait la vie sauve. Pendant que l'animal ravageait les villageois, Euclide a vu l'esprit de la jeune fille s'approcher de lui puis l'embrasser. Depuis ce temps-là, on raconte que si tu marches sur le mont Arthabasca, ça se peut que tu rencontres un vieil homme qui se promène avec son chien. Si tu le croises, regarde-le comme il faut. Parce que si tu es attentif, tu vas voir, proche de lui, une silhouette presque invisible. C'est le fantôme de Cornelia qui est toujours là.